Mon invitée aujourd'hui s'appelle Claire Opère. Elle est violoncelliste et soignante. Elle joue dans les plus grandes salles, mais aussi au chevet de ceux dont la vie vacille. Diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, formée à la philosophie et à l'art-thérapie, elle a choisi de mettre son instrument au cœur des lieux où l'on ne s'attend pas à entendre de la musique. Les unités de soins palliatifs, les EHPAD ou encore les services accueillant des personnes autistes atteintes de démence ou en grande vulnérabilité. À la maison médicale Jeanne Garnier ou à l'hôpital Rive-de-Seine à Puteaux, où des personnes vivent leurs derniers jours, elle entre dans les chambres avec son violoncelle comme on entre en relation. Pour offrir une présence, pour rejoindre la part vivante, intacte, digne de celles et ceux qui s'approchent de la fin. Elle parle de juste présence, de résonance, de musique comme d'un pansement invisible. Derrière la poésie, il y a aussi des preuves scientifiques. Claire Opère a participé à une étude clinique en soins palliatifs, montrant que la musique peut réduire la douleur et l'anxiété. Une recherche qui fonde et éclaire la démarche qu'elle raconte dans son livre Le pansement Schubert. Entre rigueur et intuition, Claire Opère ouvre un autre regard sur la fin de vie. Et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui pour comprendre avec elle ce que la musique rend possible dans ces moments où la parole, le corps et même parfois la conscience vacillent. Bonjour Claire. Bonjour Sarah. Comment allez-vous ? Bien, excellemment. Alors, je viens d'évoquer votre parcours, vos engagements, mais avant d'entrer dans le cœur de votre démarche, j'avais envie de revenir un petit peu en arrière, même beaucoup, et de vous demander si pendant l'enfance, il y avait déjà eu des éléments déclencheurs qui peuvent expliquer votre chemin et votre engagement dans le milieu de la fin de vie aujourd'hui. Alors c'est vrai que aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours rêvé d'allier l'art et le soin. Mon père était un médecin artiste qui jouait du Chopin pour ses patients. Et ma mère était une artiste danseuse qui avait, je dirais, l'âme soignante. Et cet idéal, je pense, a été ancré en moi depuis le début de mes premiers souvenirs. Donc quand vous dites que votre père était un médecin artiste, c'est-à-dire que vraiment, pendant les consultations, il jouait de la musique à ses patients ? Alors c'était un médecin, comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, qui avait sa sacoche, qui allait rendre visite aux patients dans toute la France et au-delà, qui arrivait à minuit parfois chez eux, sonnait, réclamait une soupe parce qu'ils n'avaient pas mangé, et puis s'asseyait et après ouvrait le piano. Les patients me l'ont raconté, plusieurs patients, et puis s'asseyait, jouait un nocturne de Chopin, refermait le piano, remettait son chapeau et prenait congé de ses patients qui lui disaient « Mais docteur, vous ne m'avez pas ausculté ?» Et lui de répondre « Mais ça va beaucoup mieux, on se verra la semaine prochaine. » Ah oui. Voilà, ça c'est une image de mon père qui est très proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il avait l'intuition que l'art a une place centrale et qu'elle participe à la prise en soin des patients et puis finalement de toute personne. Et quand vous dites que votre mère avait une âme soignante en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça veut dire qu'elle prenait soin des autres et qu'elle plaçait son art comme justement un pont entre elle, le monde, et que cette capacité de se connecter, je pense, était sa grande force en tant qu'artiste. Donc ils vous ont contaminé, en tout cas ils vous ont donné... Oui, je pense que c'était tout à fait inconscient et c'est vrai que c'est à l'âge de 8 ans que j'ai eu mon premier grand coup de foudre avec le violoncelle, puisque mes parents m'ont emmené voir un concert, entendre un concert d'un pianiste et d'une jeune violoncelliste, et je me souviens d'un coup de foudre absolu, total. Et en rentrant dans la voiture, je criais derrière, je me souviens, je veux faire du violoncelle. Et j'ai commencé le violoncelle quasiment tout de suite, en abandonnant presque sur le champ le piano, que je jouais depuis l'âge de 5 ans, j'avais donc 8 ans à cette époque. Et à l'âge de 14 ans, quand j'ai donné mon premier concert public, c'est là qu'il y a eu une rencontre qui, je pense, a été très déterminante dans la suite de mon parcours, puisque à la fin du concert, s'est présentée à moi une femme qui, de toute évidence, était malade. Elle portait un turban sur la tête, elle était pâle. Et elle m'a dit une phrase qui est restée en moi jusqu'à ce jour. Elle m'a dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. » Et bien sûr, je ne l'aurais pas guéri. Mon violoncelle ne guérit pas les pathologies graves, mais il y avait dans cette phrase l'intuition fondatrice de toute ma vie, c'est que la musique prend soin.
La musique prend soin en nous tous d'une part intacte, qui n'est pas affectée par la maladie grave, par la maladie tout court, qui n'est pas affectée par les troubles cognitifs, qui n'est pas affectée par les états de vigilance, puisque par la suite, j'ai joué et je joue toujours pour des patients inconscients ou dans le coma. Et voilà que cette phrase a réveillé en moi quelque chose de profond et qu'elle a été, je pense, le point de départ d'une recherche qui ne m'a jamais quittée. Alors aujourd'hui, donc vous êtes violoncelliste formé à la scène, au répertoire classique. Qu'est-ce qui vous a amené les premières fois à vous déplacer dans des services notamment de soins palliatifs? Alors c'est toute une histoire, tout un parcours. Ouais. C'est vrai que j'ai passé plusieurs années au conservatoire Tchaïkovski, donc de Moscou, dans les années assez terribles qui étaient celles de la chute du mur de Berlin, puisque je suis arrivée à Moscou en 1999 et que j'ai vécu donc toute cette période en quelque sorte de l'autre côté du mur. Et ces études qui étaient formatrices, qui étaient extraordinaires, exaltantes, mais qui étaient aussi très dures, m'ont fait sentir plus que jamais que je voulais donner sens à ma musique, pas uniquement dans une tension vers l'excellence, mais aussi dans un partage. Mmh. Et c'est vrai qu'à mon retour de Moscou, puisque j'étais tellement passionnée par ce thème de l'art et de la médecine, je me suis rendue à une conférence, j'ai rencontré le génial Howard Buten. Howard Buten, c'est le clown Buffo sur la scène. C'est aussi un écrivain célèbre de « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Et enfin, et surtout pour moi, c'est un grand psychologue clinicien spécialisé dans l'autisme et qui a consacré sa vie aux grands autistes. Et j'ai rencontré cette personne extraordinaire qui m'a invitée un après-midi dans son centre pour jeunes autistes qu'il venait de créer à Saint-Denis. On était en 1997. Et je suis arrivée cet après-midi-là, les yeux pleins d'étoiles, à mon retour de Moscou. Et je suis restée 7 ans en sa compagnie, avec mon instrument, avec les jeunes. Et je pense que ça a été le début de saisir à quel point la musique, finalement, peut être une force transformatrice, voire thérapeutique. Et de quelle façon elle vient entraîner, éduquer, purifier et relier. Donc en fait, vos premiers pas dans la musique soin, on va dire, c'était auprès d'un public d'autistes. Absolument. Et c'était des grands autistes. Howard Buten, lui, ne s'intéressait qu'aux cas lourds, comme il disait. Et donc, il y en avait beaucoup qui étaient non-parlants, certains étaient extrêmement agressifs. Et je me retrouvais donc sans aucune formation, toute émoulue du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, par ailleurs en donnant des concerts, en passant des concours, dans une petite salle où on m'amenait, parfois on me traînait par les pieds, des jeunes qui étaient sensibles à la musique. Et ces jeunes extraordinaires m'ont ouvert les chemins vers une musique qui va prendre soin, c'est-à-dire rejoindre ce qui est sain et le faire vibrer, l'épanouir. Et c'est toute la démarche qui après s'est en quelque sorte développée avec les personnes démentes et puis finalement depuis plus de 15 ans maintenant en soins palliatifs. Une musique qui transforme et qui circule. Et donc à quel moment vous vous êtes dit que la musique avait ce pouvoir thérapeutique? C'est auprès de ces autistes. Disons qu'auprès de ces autistes, j'ai commencé à mettre en pratique quelque chose qui pour moi était une évidence et qui l'est toujours. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à faire des études cliniques par la suite pour prouver au monde que scientifiquement, on peut montrer que la musique diminue la douleur, que la musique parfois diminue les conflits, recentre les personnes, parfois délivre aussi la parole, apaise, connecte. Mais finalement, cette intuition a été rendue possible en pratique grâce à ces 7 années de pratique avec les autistes. Et ce n'était pas de tout repos. Il y avait beaucoup de rencontres qui, justement, m'ont appris, comme le disait Howard Buten, à essayer d'être à la hauteur des autistes, de mériter leur attention, d'ouvrir mon regard, car c'était moi souvent qui étais bien plus perdue que eux. Et j'ai assisté à beaucoup de miracles là, des verticalisations d'un jeune homme, par exemple, qui pesait 110 kilos, 18 ans, qui n'avait jamais parlé, qui avait perdu même ses oreilles.
Il n'avait que 2 petits trous à la place des oreilles, comme le silence qu'il voulait instaurer avec le monde. Et ce jeune homme, pendant 5 ans, eh bien, j'ai eu l'honneur de jouer pour lui l'intégrale des 6 suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, 9 fois. C'est Howard Buten qui l'a calculé. Et au cours de ces suites de Bach, de tous ces mouvements que je jouais pour ce grand corps replié, ses oreilles fermées, eh bien, petit à petit, au cours des semaines et des mois, ce jeune homme débouchait ses oreilles trous, s'est tourné vers moi, a rampé, s'est collé à la table de l'instrument et finalement s'est verticalisé. Il s'est mis debout, lui qui ne marchait jamais. Il s'est assis au piano, lui qui ne savait pas jouer du piano. Et il est devenu un pianiste virtuose. Ah, exceptionnel. Virtuose, Ah, attention, qui ne savait pas du tout jouer du piano. Mais il faisait bien mieux que ça. Il communiquait. Et lui qui n'avait jamais répondu à son nom, eh bien, il répondait toujours au violoncelle. Et on a eu des conversations musicales d'une profondeur infinie, que même dans ma vie de musicienne professionnelle, jusqu'à ce jour, je crois, je n'ai jamais eu. Des conversations qui étaient à la fois tour à tour et puis qui se mêlaient. Et ce jeune homme, en tout cas au moment des séances, a ouvert des brèches et des chemins de communication, aussi bien d'ailleurs pour moi que pour lui. Et Howard Buten, lui, nous observait, il pleurait. Howard Buten m'avait interdit d'apprendre. Il m'avait interdit d'apprendre car il disait que l'intuition était plus forte que toutes les théories que j'aurais pu glaner dans les facultés. Vous l'avez écouté, vous avez réussi à ne pas apprendre ? Pendant presque 7 ans, j'ai obéi à cette promesse que j'ai dû faire devant témoins. Je crois même que j'ai dû cracher et jurer. Et puis finalement, je suis allée passer quelques années sur les bancs de la faculté de médecine de Tours pour un diplôme d'art-thérapie. Et Howard Buten m'avait dit « Tu n'apprendras rien ». Il s'était beaucoup moqué de moi. Mais tu feras des rencontres. Voilà. Et j'ai quand même appris beaucoup de choses, non pas sur ma pratique, mais je crois sur les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir prouver que cette pratique a du sens. Et vous vous souvenez la première fois où vous êtes rentrée en soins palliatifs ? Oui, bien sûr. En fait, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai fait un stage. Et je suis arrivée un matin dans l'unité de soins palliatifs du docteur Jean-Marie Gomas, qui donc a coordonné cette unité et l'a créée d'ailleurs, une unité douleur et soins palliatifs. Et je suis arrivée, nous étions donc, il y a plus de 15 ans, 16 ans maintenant. Et je me souviens que j'avais les jambes coupées. Et en même temps, je me sentais à ma place. Et je pense que c'est ça qui a été le moteur de toutes ces années de rencontres au chevet des patients avec mon instrument. C'est ce sentiment, non pas de tout savoir, bien sûr, mais d'être à sa place. Et peut-être bien plus à sa place en jouant une aria de Bach au chevet d'un patient agonisant, plus encore que dans une grande salle de concert. Et quand vous dites les jambes coupées, c'est parce que vous appréhendiez, que vous redoutiez le contact avec... Non, je ne redoutais pas, mais je sentais que je commençais comme quelque chose de fondamental dans toute ma vie. Et je pense vraiment que ce sentiment ne m'a pas quittée. Là, j'arrive justement de la maison médicale Jeanne Garnier, où j'ai pu faire des rencontres extraordinaires qui ont fondé, en fait, le sens de la musique pour moi. Vous entrez dans les chambres où parfois la parole est impossible, où le corps est très affaibli. Qu'est-ce que vous percevez en premier chez une personne avant même de jouer une note ? C'est une rencontre, en fait, d'humain à humain. Je pense que c'est la première chose qui est présente en moi, même si la personne ne peut pas parler, même si elle est inconsciente ou affaiblie. Je pense que la musique, c'est comme une voix. Et le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et en rentrant dans la chambre, eh bien, je vais faire chanter une voix qui va rejoindre, qui va nous relier aussi avec les personnes proches et en présence, et qui va parfois même donner sens aux instants qui sont vécus, même de façon fulgurante.
Et quand la personne est en capacité de parler, est-ce que vous échangez, des mots sur ses attentes, sur, l'univers dans lequel elle a envie de se projeter, ou alors il y a quasiment pas Ah bien d'échange? sûr, bien sûr. En fait, il y a autant de portes poussées qu'il y a de rencontres. Donc, j'ai vu à ce jour presque plus de 2 400 patients. Et à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Et évidemment qu'il y a des échanges, parfois qui sont même tout à fait délicieux. Ce qui est intéressant, c'est que quand on peut parler, eh bien, parfois, on atteint plus difficilement la personne. J'ai eu cette expérience avec un patient qui a commencé à me raconter de façon presque mondaine, voire un brin séductrice, comment il allait au théâtre des Champs-Élysées, qu'il avait un abonnement et que toutes les interprétations et les comparaisons entre les différentes symphonies de Beethoven. Et puis, plus la maladie avançait, finalement, plus les mots disparaissaient. Et la musique, je pense, prend ce relais du voile des mots. Elle peut exprimer dans une même phrase, superposer et simultanément des sentiments très divers qui vont rejoindre cette complexité radicale qui est ressentie dans la maladie et dans l'approche de la mort. Est-ce que vous êtes toujours bien accueillis dans les chambres? La plupart du temps, vraiment. Et je peux dire que, alors, j'ai fait des études, il y a environ un refus sur 10. J'ai même fait une étude justement sur cette grâce qu'ont les patients parfois de refuser. C'est la seule chose qui leur reste, Mmh. c'est de dire non. Ça arrive vraiment rarement, je dirais même de plus en plus. Enfin, ça arrive de plus en plus rarement. Il y a aussi les familles parfois qui sont là et qui font barrage aussi par peur de le réveiller, peur de l'aggraver, peur de perdre la maîtrise de la relation parfois, peur que les émotions soient si fortes qu'elle n'en ait plus le contrôle. Mais je dois dire que parfois ceux qui refusent avec le plus de virulence, eh bien, ce sont ceux qui, après, remercient. J'ai eu dernièrement, justement à l'hôpital à Puteaux, quand je suis arrivée, la médecin-chef, Ségolène Perrucchio, m'a dit « Donc, je t'ai annoncé à telle chambre et le patient m'a dit qu'elle ne se présente pas. » Eh bien, je te conseille d'y aller tout de suite. Non pas du tout qu'on ne respecte pas la liberté, bien sûr, des patients, mais parfois, derrière ces mécanismes de défense, Mmh. eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en attente. Ce patient, après avoir écouté la musique, me dira « On m'avait parlé d'un moment de musique et je suis née une deuxième fois. » Ah, qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que vous dites quand vous rentrez dans les chambres? Comment vous vous présentez? Eh bien, je viens offrir un moment de musique. Donc, après ces études que j'ai faites d'art-thérapie, évidemment, je suis devenue une violoncelliste soignante. Une violoncelliste qui prend part au cercle des soignants, qui assiste aux transmissions soignantes, qui fait partie de l'équipe pluridisciplinaire de soins. Et donc, je pense que c'est important, cette posture-là, qui n'est pas une artiste qui vient faire un concert à l'hôpital, une animation, Mmh. ou bien un interlude consolant et divertissant, ce qui est souvent d'ailleurs consolant et divertissant. Mais il y a quelque chose, il y a une tension, il y a un objectif qui est quand même une amélioration, donc un objectif thérapeutique. Donc, violoncelliste soignante, je trouve que ça définit assez bien ce que je suis devenue après ces 30 ans de pratique de musique à visée de soins. Quand je rentre, je dis bonjour, je suis Claire et je viens vous offrir un peu de musique. Et très vite, je dis qu'est-ce que vous aimez ? Et il y a souvent, la plupart du temps, un émerveillement, un concert pour moi. Mmh. Et puis, il y a à chaque fois d'autres paroles merveilleuses qui sont prononcées. J'ai d'ailleurs même fait une étude sur les paroles prononcées par les patients. J'ai analysé 450 paroles prononcées par les patients à l'écoute de mon instrument pour essayer d'abord de voir quels sont les mots qui sont le plus prononcés et aussi de voir ce qui est rejoint.
Que se passe-t-il quand la voix du violoncelle chante pour ceux qui s'apprêtent à partir? Et nos résultats, donc j'ai fait cette étude en collaboration avec le professeur Donatien Mallet, qui est un professeur de soins palliatifs et aussi docteur en philosophie. Et nous avons publié les résultats qui ont montré que les mots qui reviennent le plus, hormis merci, le top 1 des mots dans la bouche de ceux qui peuvent s'exprimer à l'écoute du violoncelle, c'est le mot vibration. Ça me vibre dans le corps. La musique est une expérience corporelle, vibratoire d'abord. Et puis, le deuxième mot, c'est le cœur. Parfois, c'est montré du plat de la main, mais c'est la vibration qui pénètre le corps par les pieds et qui atteint la zone centrale, nodale, le cœur. Et puis, le troisième mot qui est apparu dans la bouche de ces 450 paroles, unité de soins palliatifs, c'est le mot « vie ». Je ne savais pas que c'était si vivant là. Et le dernier mot, merveilleux, des 4 mots le plus prononcé, c'est le mot « joie ». Je ne savais pas que je pouvais éprouver tant de joie. C'est une joie résiduelle que la voix du violoncelle vient parfois rejoindre et réanimer. Est-ce que les proches aussi s'expriment dans votre étude? Est-ce que vous avez aussi étudié l'impact sur les proches? Absolument. Une des études que j'ai présentées justement à Montréal, au Congrès de soins palliatifs au Canada, c'était l'impact de la musique vivante avisée de soins sur les familles. Et on a montré à quel point la relation est revisitée, aussi bien pour ceux qui s'expriment que pour les patients qui ne s'expriment pas. Et il y a quelque chose de fondamental dans les liens qui sont renoués parfois de façon fugace à travers une chanson chantée. Comme si parfois Jean-Sébastien Bach venait tirer la manche de de ceux et celles qui sont en conflit autour de la personne qui part. Il y a beaucoup de familles en conflit, car la fin de vie amène parfois à la surface les conflits, tous les nœuds qui n'ont pas été dénoués. Eh bien, la musique, bien sûr, n'enlève pas le tragique et n'efface pas toutes les souffrances, mais parfois a un rôle conciliateur, au-delà des mots, de façon très fulgurante. Et j'ai des centaines de rencontres qui peuvent en témoigner. Et en quoi vous faites du bien aussi aux équipes soignantes? Alors là aussi, j'ai fait une étude clinique. Claire. Mais oui, je pense que c'est important, très important pour donner crédibilité à quelque chose qui, pour moi, depuis que je suis toute petite, est évident. Ouais. Et en fait, l'étude qui a été faite sur les soignants, eh bien, elle a montré en 9 points, il y a même une thèse de médecine qui a été réalisée sur l'impact de ce qu'on va appeler le pansement Schubert sur les équipes soignantes. Première chose, les soignants disent que leur geste technique est meilleur quand le violoncelle chante. On pourrait imaginer que ça déconcentre, que c'est le contraire, parce que ça swing drôlement quand il y a des soins qui sont accompagnés par la musique. Deuxième chose, dans notre étude sur les soignants, eh bien, les soignants disent qu'ils éprouvent toutes les dimensions de l'être de la personne qu'ils soignent. Ils sont davantage en connexion. Ils sont en connexion d'une façon globale. Ils prennent soin d'une personne entière, pas seulement d'une plaie ou d'une pathologie. Ils le savent, les soignants en soins palliatifs, bien sûr, mais là, ils l'éprouvent. Et puis, le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est on s'engueule moins le jeudi. Il y a une réduction des conflits d'équipe quand le violoncelle chante au chevet des patients pendant les soins. Donc, un impact sur les soignants qui leur permet de s'autoriser eux-mêmes à avoir des émotions, d'accueillir mieux, disent-ils, celle du patient, et puis même de s'autoriser une créativité. Parce que quand vous jouez dans une chambre, tout le service entend ? Alors, le violoncelle, c'est un instrument qui résonne et qui traverse les murs, bien sûr. Alors, à Jeanne-Garnier, c'est une très grande maison de soins palliatifs, il y a 82 lits. Alors, quand je joue à un étage, eh bien, en tout cas, l'ensemble des 24 lits, souvent entendent. Et d'ailleurs, les portes s'ouvrent parfois, ou se ferment, mais la plupart du temps s'ouvrent, s'entr'ouvrent. Les familles sortent et viennent me chercher, comme si la musique s'annonçait elle-même,
pour raconter quelque chose de différent. Et c'est vous qui allez... Enfin, là, tout à l'heure, vous racontiez justement, c'était la chef de service qui vous indique qu'il faut que vous alliez, a priori, dans une chambre qui ne vous désire pas, justement. Mais sinon, c'est vous qui allez à l'intuition, qui frappez aux portes, ou on vous indique, les soignants vous indiquent des chambres à privilégier? Comment ça se Alors, passe? j'ai ce qu'on appelle des transmissions soignantes. Donc, quand j'arrive, je passe en revue avec les soignants, les médecins ou les infirmières, l'ensemble des patients que je vais aller voir. Et en fait, je vais voir tout le monde. Les indications sont à la fois précieuses. Parfois, les choses ne se passent pas du tout comme les transmissions me l'avaient annoncé. Mais les rencontres sont toujours indiquées. Même si finalement, quand je n'ai pas de transmission pour une raison ou pour une autre, eh bien, la plupart du temps, les rencontres font émerger quelque chose qui est très, très différent. C'est d'ailleurs très étonnant, les mots qui sortent de la bouche des patients après 3 minutes de musique, des mots que eux-mêmes ne reconnaissent pas dans leur bouche, comme ce camionneur SDF qui m'a dit « Putain, je sens mon âme ». C'est très étonnant. Ils vous partagent toujours leur impression après le morceau? La plupart du temps, 75% des rencontres se passent dans les larmes. Mais ce sont des larmes qui, la plupart du temps, sont qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes. Il y a un effet cathartique, en fait, des larmes des familles et des patients. Merci de m'avoir permis de pleurer. Vous pleurez avec eux? Pas souvent. Pas du tout parce que je ne suis pas touchée, parce que je suis évidemment dans une posture humaine. Donc je suis touchée, mais je reste dans une juste présence. Je suis dans une posture professionnelle, bienveillante, mais je reste dans ma posture de professionnelle. Je ne suis pas la fille, l'épouse ou la mère de celui qui part. On ne peut pas pleurer 2400 personnes. Donc ça, c'est une vraie question importante. Comment se situer, comment continuer à vivre quand on a vu tant, quand on a croisé finalement tant de départs, de séparations et de douleurs de la part des familles. Mais je peux dire que mon expérience, j'ai appris aussi cela, bien sûr, tout en sentant dès le début que j'étais à ma juste place, eh bien, nous montre que la musique, évidemment, ne transforme pas tout, mais elle est un port abrité dans l'épreuve. Elle est comme une auberge où on s'arrête quelques instants pour partager quelque chose qui va nous rendre probablement encore plus humains. Mais au départ, c'était peut-être plus compliqué pour vous de pas être trop touché? Je pense qu'il y a des patients avec lesquels on se lie plus, évidemment. Ça, c'est... Je sais que mon mentor et mon professeur, qui était donc le docteur Jean-Marie Gomas, lui était très attentif à ce qu'il n'y ait pas des liens, parce que c'est très très fort en fait. Parfois les vies entières sont délivrées, alors que les psys ont passé 15 ans à essayer de creuser 3 minutes d'Albinoni, et en fait le tragique du... Parfois, pas toujours, mais je pense que... Et ça, c'est pas du tout... Je ne l'attribue pas à moi, c'est aussi le miracle de la musique et de la présence qui permet ça parfois. Et c'est vrai qu'on a certains patients avec lesquels on a plus tendance à s'assimiler, quand ce sont parfois des enfants ou des jeunes. Et il y a des mères qui sont là au chevet de leur enfant. Et je pense que il y a évidemment, on est profondément touché. Donc c'est toute la question de savoir où se situer, qui est pour chaque soignant, évidemment, pas seulement pour moi. Voilà, où se situer. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa fille, et pourtant je suis là et je suis avec toi. Alors, que se passe-t-il selon vous dans le corps et dans l'âme quand vous jouez? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. J'ai essayé de mettre en mots dans mon livre et aussi à travers certaines études et certaines réflexions. Ce qui se passe, je pense, c'est que la musique, donc la vibration de la musique, la voix qui émane d'un instrument chanteur, eh bien, c'est une expérience globale.
C'est une expérience qui implique le corps, qui implique les émotions, qui implique l'âme et qui implique aussi l'esprit, et que toute la personne entière est engagée dans ce processus qui peut durer 2 minutes. Il y a quelque chose où l'identité de la personne est rejointe, même si elle est démente, même si elle ne se souvient plus du nom de sa fille, même si elle est paralysée, même si elle est dans le coma. Et je pense que cette vibration de la musique, c'est une mise en résonance avec l'affectivité profonde de chacun et un instrument. Vous voulez qu'on écoute du coup le Schumann On peut, oui. Voilà, Schumann, qui est le compositeur romantique, qui justement vient chercher profondément en chacun de nous toute cette variété polymorphe des émotions. On va écouter. Est-ce que vous avez envie de nous partager une ou des histoires d'ailleurs qui vous ont particulièrement marqué dans vos accompagnements de fin de vie? Il y en aurait beaucoup. Oui, j'imagine. Je pourrais peut-être partager celle que j'ai faite à la maison médicale Jeanne Garnier, il y a de cela maintenant presque 3 ans. Je suis arrivée une après-midi et le médecin m'a dit « Tout de suite, tu vas à la chambre 204, car nous ne nous en sortons pas avec la famille. » J'avais pas plus d'informations, si ce n'est que cette famille et le patient, qui était en phase agonique, eh bien, étaient de religion juive pratiquante. Je suis arrivée dans la chambre, il y avait 7 personnes qui hurlaient autour du lit du patient. Le patient, lui, était inconscient, allongé. 2 de ses filles le soulevaient de part et d'autre, le secouaient et lui hurlaient dans les oreilles « Est-ce que tu nous aimes ?» Et je suis arrivée dans ce chaos de souffrance. Je me suis assise et j'ai joué Kol Nidrai de Max Bruch, qui est cette prière juive au violoncelle seul. Quelques secondes après, les filles ont laissé leur papa reposer sur son lit. Tout le monde a arrêté de hurler. Ils se sont assis. Et c'est alors qu'ils ont remarqué, ce que je remarque depuis 15 ans, chaque semaine, c'est que leur papa respirait différemment, que sa respiration thoracique s'était élargie. C'est-à-dire que les vibrations de la musique ont un impact puissant sur les phénomènes respiratoires et en particulier l'ampliation thoracique. Ils ont tous remarqué ça, ce qui fait que quand j'ai eu fini mon Kol Nidrai, ils se sont tous tournés vers moi. 7 personnes continuaient. Ils faisaient un lien direct entre cette vibration de la musique et le souffle, la vie de l'être aimé. Je n'ai pas pu m'arrêter de jouer pendant 1 heure complète. J'ai un gros cahier de chants juifs, donc je pouvais traverser tout le répertoire. Dès que j'avais fini, il fallait que j'en joue une autre. Et puis, au bout d'1 heure, j'ai vu que le patient était extrêmement précaire. La famille était complètement calme, il y avait un silence extraordinaire. Et j'ai annoncé que j'allais prendre congé, que maintenant c'était le moment de partir pour moi. Et à ce moment-là,
une des sœurs, donc une des filles du patient, celle qui avait secoué son papa, s'est tournée vers sa sœur et elle lui a dit « Regarde, regardez tous papa. Il nous aime. » Et je suis sortie de la chambre 2 minutes exactement après le patient est décédé. Et la famille, au lieu de sortir comme une furie en accusant les équipes, eh bien, sont sortis beaucoup plus tard, extrêmement calmement, ont été voir le médecin et lui ont dit « Merci, on a eu le temps de lui dire au revoir. » Voilà ce que la musique parfois vient transformer aux dernières portes de la vie. Merci beaucoup. On peut peut-être écouter le morceau. Comme Hydra. Très beau. Est-ce que vous avez une autre histoire à nous partager Oh là là, qui s'est passée dans une J'en ai chambre tellement, j'en ai tellement. J'ai fait une rencontre magnifique il y a quelques années à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne à Paris, avec un patient qui était du Togo, qui était un ancien boxeur professionnel et avec lequel j'ai lié vraiment un lien extrêmement fort et qui a été pour moi un de ceux qui a su le plus mettre en mots cette expérience de la musique vivante en fin de vie. C'était quelqu'un qui avait connu Marcel Cerdan et qui ne voulait qu'un seul morceau, c'était Piaf. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Et il a su exprimer, quand il écoutait Piaf, il retirait son max à oxygène, il était en fait atteint de la maladie de Charcot, il était complètement paralysé, il pouvait encore s'exprimer, il avait les poumons qui étaient déjà pris, mais il avait une force extraordinaire et il a dit que chaque fois qu'il entendait Piaf, il avait la force de se battre, il était sur le ring. Et il a exprimé ainsi, dans des paroles d'une profondeur extraordinaire, le fait que la musique était une expérience du temps éternel. Et il disait « Claire, Claire, c'est une expérience d'éternité ». Il disait « Le passé remonte, présent, qui a la saveur du présent, et l'avenir s'ouvre ». Et je trouvais que ces mots étaient, je lui suis reconnaissant encore aujourd'hui d'avoir su mettre en mots cette expérience dont il disait que c'était une expérience d'amour. Toujours avec Piaf. Ouais, c'est vrai que ça vous êtes souvent ces mots-là. Ouais, on l'écoute du coup. Écoute.
Ça met en joie. Et est-ce que vous avez raconté cette histoire avec justement cette famille juive? Hem, alors c'est vrai que j'avais envie de vous poser la question, mais pourquoi ils criaient tant à part, de vouloir, obtenir, des preuves d'amour? Pourquoi les autres criaient autant en fait autour de cet homme? En fait, il y avait une forme d'hystérie collective. D'accord. Il y avait ces 2 filles qui voulaient avoir une réponse Mmh. de la part de leur père. Il y avait ceux qui criaient sur les filles de ne pas crier. Ah, c'est ça. Et il y avait en retrait la grand-mère dans sa chaise qui Mmh. criait à tout le monde de ne pas crier. Ah oui, d'accord, C'était une sorte de... C'était un cri de détresse et d'hystérie d'accord. collective. Et que la musique a apaisé d'une façon tellement radicale. Mmh. OK. Oui, c'est aussi ça quand vous décrivez aussi des conflits au sein des familles, bon, j'imagine qu'il y a des conflits plus ancrés, là, c'était propre à la situation. Oui. Et quand vous disiez justement tout à l'heure que la musique pouvait, venir, apaiser des conflits parfois, profonds et anciens, est-ce que vous avez, une histoire à nous partager? Oui, bien sûr. Je me souviens d'une famille autour justement d'une patiente qui était réactive, qui était déjà dans le coma. Le frère et la sœur étaient dans un conflit terrible. Et quand je suis venue dans la chambre pour jouer pour l'aïeul, donc qui était entouré de toute cette famille très déchirée, je me souviens qu'il y a eu déjà ce phénomène d'amplification de la respiration qui a été calmant. Mais la fois d'après, quand je suis revenue, la sœur était devant la porte, qui gardait la porte, et qui m'a dit « Vous n'entrerez pas. Je ne veux pas que vous jouiez pour ma mère. » Et donc le frère était là, qui disait « Si, moi je veux qu'elle joue. » Enfin, ça prenait des proportions dramatiques dans les couloirs. Il y avait les enfants qui pleuraient. Et j'ai pris la décision en une seconde. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à jouer l'aria de Jean-Sébastien Bach. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la fille, donc celle qui m'avait interdit l'accès de la chambre, est restée dure et fermée sur le bord de la porte. Et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'elle s'est tournée vers moi, qu'elle s'est mise à pleurer, qu'elle a dit ensuite « Bach, Jean-Sébastien Bach, nous a rassemblés. » Je ne dis pas que leur conflit a été à jamais résolu. Je n'ai aucune naïveté. Oui. Mais je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit qui a été probablement plus puissant que la colère qui les animait. Et vous savez pourquoi elle ne voulait absolument pas que vous jouiez pour sa mère? Je pense qu'elle était en conflit terrible avec son frère et que tout ce que voulait son frère, Elle ne voulait pas. elle s'y opposait. OK. Voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit, mais j'en aurais bien sûr beaucoup Oui, c'est d'autres. pas toujours confortable de venir jouer de la musique en chant en fin de vie. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aussi à son intuition. Ouais. Il y a des moments où il faut choisir le répertoire qui doit être juste, qui doit s'adapter. La musique enregistrée ne peut pas s'adapter au volume, au tempo. Peut pas. Je me souviens de cette sœur Jacqueline qui, me voyant entrer, a mis ses 2 mains jointes et m'a dit « Jouez-moi tous les Ave Maria que vous connaissez. » Et puis, au bout du 3e Ave Maria, elle me fait un petit signe de me rapprocher et elle me chuchote « Vous avez pas un petit rock'n'roll ?» Voilà. Donc en fait, la musique s'adapte. Il faut faire confiance à son intuition. Parce que toutes les situations se présentent. Il y a les larmes aussi qui coulent parfois si fort qu'on se demande s'il faut continuer. Je me souviens de cet époux qui était tombé en fait en sanglots. Et puis, qui a dit après « Merci de m'avoir permis de pleurer. Je me suis lavée. J'ai compris que ma femme était malade. Ça faisait 5 jours qu'elle était dans le coma, donc les mécanismes de défense étaient bien à l'œuvre. Je l'ai autorisée à partir. » Ça, à travers les larmes et à travers les vibrations bienfaisantes du violoncelle. Et la patiente, c'est vrai, est décédée le soir. Et tout à l'heure, vous parliez d'enfants. Vous allez aussi visiter des enfants? Non. En soins palliatifs, c'est à partir de 18 ans. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez eu envie d'étudier les effets de la musique sur
l'état de souffrance, en fait, sur l'apaisement des souffrances. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces études qui ont été faites pendant les soins, si j'ai bien compris? Oui, alors c'est l'apaisement des douleurs, je dirais. Des douleurs, oui. Oui, puisque douleur et souffrance sont imbriqués, on peut dire, dans cette souffrance globale qui est ressentie par les patients en fin de vie. C'est quelque chose qui a été mis en mots, défini par Cicely Saunders, qui était une des grandes dames des soins palliatifs en Angleterre, et qui a parlé de ce total pain, cette souffrance globale. J'ai eu une expérience extrêmement marquante parce que j'ai passé pas mal d'années, en même temps que les soins palliatifs, j'ai passé pas mal d'années en EHPAD où j'ai monté des spectacles pour les résidents atteints de démence, des spectacles que j'appelais des spectacles d'art total. Il y avait de la danse, de la musique, patients grabataires, qui avaient des foulards. Il y avait la poésie, même pour ceux qui étaient aphasiques. Il y avait aussi même la couleur, puisque je les faisais peindre. Et finalement, je rassemblais ces résidents déments, certains qui étaient déambulants, tous grabataires. Et ils devenaient des artistes, ils devenaient des ménestrels et des chantres. Et on a fait 10 spectacles publics en 5 ans. Et c'est au cours de la préparation de l'un de ces spectacles que j'ai fait une rencontre qui a été déterminante pour mon travail scientifique, clinique en soins palliatifs. Il y avait dans le coin de la pièce qui s'appelait l'espace où tous les résidents atteints de démence étaient rassemblés, où j'intervenais, une femme qui criait, qui hurlait, qui se débattait, qui mordait les infirmières, qui n'arrivait pas à faire son pansement. Et je me souviens que je me suis spontanément assis près d'elle. J'avais mon violoncelle avec moi puisque j'allais faire chanter et danser les résidents. J'ai joué pour elle le thème de l'Andante du trio opus 100 de Franz Schubert. Et je me souviens que ça a été vraiment quasi miraculeux. Elle a immédiatement arrêté de mordre et d'hurler. Elle a donné son bras aux infirmières qui ont fait le soin en quelques minutes. Son visage était complètement illuminé. Et à la fin, l'une des infirmières se tourne vers moi et me dit cette phrase géniale: « Il faudra revenir pour le pansement Schubert ». D'où le titre de votre livre. C'est pourquoi je suis revenue 2 fois dans la même semaine. Aucune autre façon de diminuer sa douleur. Je suis revenue des centaines et des centaines de fois puisqu'on a mis en place, avec toujours le docteur Jean-Marie Gomas, dans l'unité de soins palliatifs Sainte-Périne, cette étude qui s'est nommée étude pansement Schubert et qui nous a permis pendant 5 ans d'analyser 112 soins douloureux ou potentiellement douloureux avec et sans musique, donc 2 séances comparatives à 24 heures d'intervalle pour essayer avec des paramètres cliniques précis, des échelles de douleur validées, etc., de voir les effets de la musique vivante sur la douleur et l'anxiété des patients au moment des soins. Donc, toilette, ponction, évidemment, pansement. Et donc, on a pu conclure, ça a été publié, ça a été présenté de nombreux congrès dans le monde, que la musique vivante, donc en l'occurrence le violoncelle, dans un répertoire qui allait de Jean-Sébastien Bach à du pop, du rap, du métal, j'avais pas du tout appris ça à Moscou, eh bien, diminuait la douleur de 10 jusqu'à 50%. Incroyable. Quand le violoncelle chantait. Et donc, sur des patients, bien sûr, déjà pris en charge avec la morphine. Il ne s'agit pas d'un médicament miracle, mais dans un cadre thérapeutique. La Schubert était d'une efficacité incroyable et a permis de diminuer des prémédications, donc de la morphine qui est administrée avant les soins. Il y a eu vraiment un effet de diminution de la douleur et de l'anxiété, et puis un impact sur les soignants qui nous a vraiment permis de prouver le plus scientifiquement possible que mettez une musicienne soignante dans tous les services de soins. Messieurs, mesdames, c'est ce que j'ai dit quand j'étais à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, vous ferez des économies. Ça, c'est sûr.
Est-ce que justement, toutes ces études ont permis de faire évoluer les choses et de ramener davantage la musique dans les hôpitaux? Je pense que toutes les études, et il y en a de nombreuses, il n'y a pas du tout que les miennes, il y a beaucoup d'études différentes qui sont menées, sont là pour prouver et montrer effectivement cliniquement, scientifiquement que ça a un impact et que c'est très très intéressant au point de vue financier. Puisque si les équipes s'entendent mieux, Sûr. si les patients ont moins mal, s'il y a quelque chose de festif qui s'installe, en fait, l'ensemble des soins administrés. Donc, évidemment que ça a un impact. Maintenant, on sait bien que ça reste une goutte d'eau dans la mer, qu'il y a beaucoup à faire, qu'aujourd'hui, la loi donc, est en train d'être discutée au Sénat aujourd'hui même, et que malheureusement, par méconnaissance certainement des enjeux de la fin de vie et de tout ce qu'on peut faire finalement pour accompagner la vie jusqu'au bout, on va probablement pas échapper malheureusement à une loi qui concerne quand même un minime pourcentage de patients. À la maison médicale Jeanne Garnier, on a fait cette étude qui a montré que 3% des patients arrivant demandaient la mort ou demandaient l'arrêt de leur souffrance, qui n'est d'ailleurs pas du tout la même chose. Et après 3 à 4 jours, ce chiffre chutait à 0,3%. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait une loi pour 0,3%? Car il y a des situations de souffrance intolérables et on n'a pas le droit de juger. Mais si on prend soin, si on diminue les douleurs, si on accompagne avec du Schubert, mais avec tout ce qui existe, je pense que voilà, la demande de mort pour la majorité des gens diminuera. Oui, et surtout augmenter le nombre de services de soins palliatifs qui évidemment, 25 départements qui n'en ont pas en France donc, encore. déjà couvrir tous les départements, garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous. Ouais. Qu'est-ce que ces années passées au chevet des patients ont transformé dans votre propre rapport au temps et à la mort? Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre perception de la mort? Ça a modifié peut-être, ça a renforcé cette certitude qu'il faut accueillir ce qui vient. Qu'on ne maîtrise pas grand-chose, on maîtrise quasiment rien, alors que nous, on passe... En tant que musicienne, j'ai passé toute ma vie et je passe encore tous les jours à travailler, à faire des gammes et à essayer de maîtriser, de tendre vers l'excellence. Mais finalement, on ne maîtrise pas grand-chose et surtout pas les derniers moments. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut accueillir et accompagner. Et je pense, c'est un processus qui est en moi naturel, puisque depuis toute petite, je veux relier l'art et le soin, mais de m'être ainsi spécialisée et unie, en quelque sorte, à la cause des soins palliatifs et à cette approche de la fin de vie avec mon violoncelle, je pense que ça me donne confiance. C'est un peu paradoxal puisque je côtoie la mort et on ne sait pas grand-chose. Mais ça renforce sur la nécessité d'être présent à ce qui est. Et ce ne sont pas des mots. Oui, vous l'éprouvez pleinement. C'est pas que je l'éprouve, c'est que je les éprouve. Et enfin, si vous aviez un message essentiel à transmettre à ceux qui accompagnent, soignent ou aiment actuellement des personnes qui sont en fin de vie, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais la même chose, c'est-à-dire profiter de chaque seconde et ne pas avoir peur d'être vrai. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre bouleversante justement de la fille d'un patient qui était venu à la maison médicale Jeanne Garnier parce qu'il avait lu le pansement Schubert, mon livre, et qu'il voulait entendre Schubert avant de partir. Donc il est arrivé à la maison médicale et les équipes lui ont dit « Mais Claire était là hier et elle ne revient que dans 2 semaines. » Et le médecin a dit malheureusement, a dit à la fille « Je pense que votre papa ne sera plus là. » Et en fait, moi, je ne pouvais pas venir et donc, voilà, ils ont renoncé. Je suis arrivée 2 semaines plus tard et le patient était là. Il a attendu. Il y avait 11 personnes de la famille qui m'attendaient dans le couloir et le patient était là.
Et elle m'a raconté, donc ils ont ouvert, c'est-à-dire qu'il était en sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire que on endort en quelque sorte le patient qui souffre trop, mais on ne lui injecte pas un produit létal qui va le tuer en 2 secondes. Et on l'endort, c'est-à-dire qu'on peut aussi réouvrir ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Ils ont ouvert légèrement sa sédation pour qu'il puisse goûter du Schubert, comme il disait. La fille qui m'a écrit m'a raconté quelque chose qui probablement illustre ce que je viens de dire, n'ayez pas peur. Elle m'a dit qu'étant près de son père, lui tenant la main pendant que je jouais Schubert, c'était son vœu le plus cher. Il avait attendu 2 semaines alors que les chiffres de ses analyses, finalement, ne permettaient... C'était pas possible qu'il soit encore là. Mais il était encore là. Et elle a dit que lui tenant la main, elle a senti quelque chose comme une vitre entre eux, quelque chose qui coupait la communication. Et que le violoncelle, quelque part, mettait en exergue cette coupure, ce mur entre eux. Elle est rentrée chez elle et elle m'a raconté qu'elle a compris, et ça c'était grâce à Schubert et à ce moment, que cette vitre qu'elle avait ressentie presque physiquement entre sa main et celle de son père, c'était la peur. Et que sa peur était si grande que lui meurt, et sa peur à lui était si grande de mourir, et que personne ne pouvait prononcer aucun mot là-dessus. C'était comme une vitre qui s'était installée entre eux, qui était infranchissable. Elle est revenue le lendemain, et elle lui a dit « Papa », donc il avait toujours sa fenêtre thérapeutique, « Papa, est-ce que tu as peur ?» Et alors il a commencé à bougonner, « Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ?» Et il dit « Est-ce que tu as peur de la mort ?» Et il l'a regardée, il a dit oui. Et elle a dit, je suis là, moi aussi. Et elle dit que cette conversation qui a été quelque part la vitre entre eux s'est dissoute par Schubert, par l'avènement d'une parole vraie entre eux. Elle dit, a sauvé en fait sa mort. C'est-à-dire qu'il est parti dans une paix. Elle dit que ça a été ses derniers mots et que ça a été pour toute la famille. Donc cette lettre est splendide et elle témoigne d'essayer autant que possible de ne pas avoir peur. Merci beaucoup. C'est très touchant, effectivement. Merci. Merci. Je vais peut-être rappeler votre livre, donc Le Pansement Schubert aux éditions de Noël. Voilà, vous racontez beaucoup justement d'histoires, vous partagez beaucoup d'histoires et des études que vous avez pu mener. Et on a un petit rituel en fin d'épisode. Donc chez Happy End, vous savez, on essaye de libérer la parole sur la fin de vie et le deuil. Et donc on a créé un jeu de cartes pour justement aussi peut-être parfois briser le silence justement mais qui s'instaure dans les familles, dans les services et de faire rayonner la vie jusqu'au bout. Donc je vais vous inviter juste à tirer une carte et à y répondre. Allez. 5 objets que j'aimerais transmettre. C'est paradoxal cette question parce que la musique, elle n'est pas matérielle. Elle ne laisse pas de traces tangibles. Et donc des objets, souvent c'est pas quelque chose auquel je pense. Mais ce sont 5 objets que moi j'aimerais transmettre. Oui, que vous aimeriez transmettre vous, à vos proches. Alors j'aime Christian Bobin. En fait, ça passe à travers des objets, mais finalement les objets m'importent peu. Oui, c'est plutôt... Mais j'aime Christian Bobin, tous les livres, peut-être 5 livres de Christian Bobin, qui est le poète, pour moi, qui met en mots de la façon la plus poétique son propre regard sur le monde, et qui a eu la grâce d'aimer le pansement Schubert et de me l'écrire dans 2 belles lettres. Donc, 5 livres de Christian Bobin. Merci Claire, merci. Et je propose qu'on clôture cet épisode en écoutant Schubert.
Magnifique note pour finir. Merci beaucoup Claire pour ce moment et ce partage de toutes ces histoires. Merci à vous.